Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bourse Focus, le magazine des produits et services proposés par Boursorama. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau, de retrouver plutôt Delphine Arnaud et Marie Delessac, gérante allocataire chez Edmond de Rothschild Asset Management. Bonjour mesdames. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Le duo aux manettes de la gestion pilotée du contrat d'assurance vie Boursorama Vie. On se retrouve en ce début d'année, mesdames, pour notre point trimestriel. On va parler du dernier trimestre de cette année 2023. Il s'est passé pas mal de choses en cette fin d'année, que ce soit sur le front économique ou sur le front des marchés financiers. Peut-être Marie, pour commencer sur le front économique, cette nouvelle, on a l'impression, je prends des gants, que le combat contre l'inflation est en passe d'être gagné. Oui, il faut. Alors, effectivement, on a plusieurs faits majeurs ou changements peut-être d'orientation, même sur le front économique au dernier trimestre. Déjà, en fait, il faut se remettre dans l'idée qu'on aborde le quatrième trimestre, avec une croissance très très forte aux États-Unis notamment, et donc des chiffres surprenamment fortes, surprenamment fortes, et des chiffres du coup économiques qui à chaque fois sont publiés au-dessus des attentes, parce que ce qui est important nous quand on regarde les chiffres économiques, c'est leur valeur, mais aussi leur valeur relative, donc c'est-à-dire par rapport à ce qui est attendu par les investisseurs. Et pendant tout le troisième trimestre et encore au mois d'octobre, on a des chiffres qui surprennent positivement, donc qui sont au-dessus des attentes. J'en veux pour preuve effectivement la croissance au troisième trimestre aux États-Unis, qui est sortie à 4,9% annualisé, ce qui est vraiment un chiffre très fort. Et en fait, on a un petit revirement qui s'opère à partir de fin octobre, du mois de novembre, où finalement ces surprises positives se tassent un peu. C'est-à-dire que les chiffres sont toujours plutôt de bonne facture, mais il commence à y avoir un petit peu de volatilité dans ces chiffres. Ils ne surprennent plus trop. Et même quelques chiffres paraissent un peu décevants. Aux États-Unis, on a eu par exemple des ventes au détail qui ont été un peu décevantes. On a sur l'emploi des composantes d'indicateurs avancés qui étaient aussi assez décevantes. Et donc on a comme ça en fait un petit tournant dans la publication des chiffres économiques. Donc ça ne montre pas un ralentissement marqué de la croissance économique, mais peut-être plutôt une normalisation qui était largement attendue, effectivement, enfin espérée en tout cas par les investisseurs. Les deux facteurs qui sont regardés par les investisseurs, c'est l'emploi et l'inflation. Donc sur l'emploi, je l'ai dit, on a quelques statistiques qui montrent une certaine normalisation qui commence à arriver. Et sur l'inflation, en fait, au mois de novembre, on a vraiment eu des surprises sur les chiffres d'inflation qui ont été publiés sur le mois d'octobre. De l'inflation en forte baisse et largement plus qu'attendu. Par exemple, en zone euro, on était passé de 4,3% d'inflation sur un an au mois de septembre à 2,9% au mois d'octobre. Donc c'est une baisse assez forte. C'est une baisse qui est aussi due parce que les prix de l'énergie avaient baissé ou des choses comme ça, donc à des effets de base, on dit. Mais elle était quand même plus forte qu'attendue et c'est ça qui était important. Et on a eu le même phénomène aux États-Unis, où là aussi, l'inflation, elle était passée de 3,7% à 3,2%, et ce qui était inférieur aux 3,3% qui était attendu. Donc cette dynamique-là a été vraiment positive. Et l'autre chose très importante sur ce troisième trimestre sont les banques centrales. Et là, on a vu un pivot des banques centrales, c'est-à-dire que dès le mois d'octobre, on commençait à avoir quelques petites déclarations des banquiers centraux disant qu'il faudra peut-être mettre en pause la hausse des taux. Et en fait, il y a eu des réunions des banques centrales, donc la Banque centrale européenne et la Federal Reserve, la Banque centrale américaine, début novembre. Et là, vraiment, on a vu une posture un peu plus accommodante. Ça a confirmé une pause prolongée on laissait les investisseurs penser que voilà, on entrait dans une nouvelle phase. Et ça a été confirmé au mois de décembre, mais vraiment de façon bien marquée. Monsieur Powell, le président de la Federal Reserve, a été vraiment particulièrement accommodant. Il a insisté sur la nécessité de baisser les taux, probablement même avant que l'objectif des 2% d'inflation soit atteint, pour éviter que l'économie ne tombe en récession. Donc on voit que là, les objectifs de la Banque centrale, et principalement de la Banque centrale américaine, ils passent un peu de l'inflation à la croissance. Voilà. Et aujourd'hui, on est effectivement toujours dans cette transition. Est-ce qu'on prend en compte l'inflation ou est-ce qu'on prend en compte la croissance? Mais ça a été vraiment un tournant majeur de ce dernier trimestre de l'année dernière.
tournant majeur, Delphine, qui explique peut-être, sans doute, ce qu'on a vu sur les marchés, effectivement, on va dire de la prudence, voire même de la réserve en octobre. Et puis là, sur le mois de décembre, un rallye incroyable, un enthousiasme des marchés financiers qui vont terminer, notamment de l'autre côté de l'Atlantique, à des niveaux records. C'est ça, c'est la conséquence directe de ce changement de régime des banques centrales qu'il faut y voir? Oui, la fin d'année s'est finalement bien déroulée. On s'est quand même fait un petit peu peur en octobre. Hein. Oui, au final, ça a été 2023 un très bon cru. Mais ce qui s'est passé, c'est que avant de pivoter, les banques centrales, elles nous promettaient des hausses de taux supplémentaires, réalisées en septembre par la BCE, finalement mis sous le tapis par la Banque centrale américaine pour décembre. Mais du coup, cette peur de banque centrale un peu trop rigoriste, continue à durcir, jusqu'à fin octobre, jusqu'au fameux pivot des banques centrales fin octobre, emmener en fait les taux sur des niveaux stratosphériques. On était à 5 sur les taux 10 ans américains et même l'OAT française a dépassé les 3,5. Oui. Et ça, en fait, une fois qu'on a eu le pivot et puis la confirmation par des chiffres d'inflation et de croissance que finalement les banques centrales n'avaient pas besoin de faire ces hausses de taux supplémentaires, ça a complètement détendu les marchés. Ouais. Dans un premier temps, les marchés de taux qui se sont fortement détendus. Donc l'OAT qui était à 3,5 a perdu plus de 100 points de base pour revenir sur des rendements plus raisonnables à 2,5. Et puis les obligations américaines également, avec de 5% de rendement, on est revenu en dessous de 4% en fin d'année. Mouvement incroyable. Un mouvement incroyable, donc qui a bénéficié à tout le segment obligataire d'État, mais également et plus encore au segment d'obligations d'entreprise. Des entreprises bien notées parce qu'elles sont très sensibles au taux. Il n'y a pas beaucoup de rémunération de primes de risque puisque les entreprises sont plutôt solides. Elles ont bénéficié de ce mouvement des taux et plus encore, les entreprises les moins bien notées. Pourquoi? Parce qu'en fait... on appelle le haut rendement, hein, c'est ça? Le haut rendement. Ouais. En fait, ces entreprises les moins bien notées, on avait vu un petit écartement de primes de risque sur le mois d'octobre. Et donc, elles ont bénéficié à la fois de la baisse des taux et également de la réduction de la compression de cette prime de risque. Et ça a été un segment également très porteur. Bon, juste, oui. Donc on continue en fait d'être un petit peu comme ça, de subir la volatilité sur les marchés de la part des banques centrales. Quand elles sont rigoristes jusqu'en octobre, et du coup ça pèse sur les marchés obligataires, ça pèse sur les autres marchés. Et puis quand elles relâchent la pression, on voit que ça s'envole. C'est d'autant plus net, par exemple, si on regarde le marché des devises, l'euro-dollar qui n'a rien fait de toute l'année, en fait, c'est complètement détendu avec une appréciation de l'euro quand les banques centrales se sont montrées plus conciliantes. Et là, désormais, quand elles se montrent un peu plus rigoristes, du coup, ça fait apprécier le dollar. Finalement, en fait... sur cette période-là, les événements tragiques qui ont marqué le Moyen-Orient ont finalement assez peu pesé sur les marchés. On pourrait regarder par exemple le pétrole. Oui. Le pétrole a perdu 20% entre fin septembre. Oui, on n'est pas du tout remonté, et la fin d'année. Ça, c'est finalement la preuve que le risque géopolitique, en fait, ne vient pas compenser, en fait, la dialectique des banques centrales. Bon, on a parlé obligations, devises, matières premières, les actions dans tout ça, comment elles se sont comportées, même si je connais un petit peu la réponse. Alors, les actions se sont très bien comportées. Elles signent finalement une très belle année. Alors, ça, quand on regarde dans le détail, en fait, il faut quand même distinguer deux choses. Déjà, qui s'est très bien comporté? Il faut quand même souligner les Magnificent Seven, les 7 magnifiques. Qui ont posté de très très bonnes performances. Donc l'été, on le rappelle à chaque fois pour ceux qui ne sont pas familiers. Je vais même vous les rappeler, les performances également qui sont quand même assez spectaculaires. Donc Google, Amazon, Microsoft, petite hausse de 50%. Petite.
petite. Ouais. Google, Apple, Microsoft, petite hausse de 50%. Amazon fait mieux, 80%, alors qu'on attendait quand même un ralentissement de la consommation. Meta, Nvidia, multiplié par 3 et 3,5 respectivement. Ah oui. Là, Je ne parle même plus en pourcentage. Oui, ce serait trop gros. Et en fait, ce phénomène de concentration de la performance a tiré les valeurs américaines, mais en Europe aussi, on a eu ce phénomène-là avec Novo Nordisk qui a monté de 50% et qui a tiré la cote européenne. Alors, aux États-Unis, c'était le phénomène de l'intelligence artificielle. Oui. En Europe, c'était l'histoire de la pilule contre l'obésité. Oui. Ça marche aussi aux États-Unis. Ça marche aussi. Le marché a été véritablement lancé aux États-Unis. Oui, avec Eli Lilly, Exactement. Qui a bien aussi performé. Oui. Et en fait, cette super concentration sur quelques valeurs de la cote, est-ce qu'elle était méritée? Quand on regarde Novo Nordisk et quand on regarde Nvidia, ça s'est vraiment traduit par un gain de profitabilité. Ça s'est vu dans leur compte de résultats et donc ça soutient en fait la performance. Pour les autres valeurs, c'était un peu de profitabilité, mais surtout beaucoup de revalorisation. Pourquoi? Parce que elles ont un petit peu modifié leur façon de gérer leurs entreprises avec une vue un peu plus concentrée sur de l'efficience opérationnelle et donc ça devrait bénéficier à la profitabilité demain et après-demain avec notamment des coupes de coûts et des restructurations pour certaines grosses entreprises. Bon, on va regarder ce qui se passe en 2024, mais au niveau de la gestion, on retrouve ce que vous nous avez décrit. Sur le reste de la cote, parce qu'on ne va pas s'arrêter sur ces 8 valeurs. Sur le reste de la cote, en fait, il ne s'est rien passé jusqu'en octobre. Rien passé, c'est-à-dire que si on enlève les 7 magnifiques du S&P, le marché américain était en baisse jusqu'en octobre. Il n'a véritablement rebondi qu'en novembre-décembre. Et le marché européen, pareil, il était en baisse jusqu'à fin octobre et il a rebondi ensuite. À noter également que sur cette période, les valeurs chinoises n'ont pas tellement participé à ce rebond de fin d'année. On a été un peu déçus par les reprises les mesures fiscales qui de la petite relance. De la petite relance pour éviter qu'on s'enfonce un peu plus dans la crise, mais ça ne va pas régénérer en fait un rebond économique qui pourrait tirer la croissance mondiale. C'est ce qu'a pris acte les marchés. Et donc du coup, en fait, les entreprises qui ont bénéficié le plus de ce rebond, ce sont les entreprises qui sont le plus tournées vers l'avenir, ce sont les moyennes capitalisations, les valeurs de la transition énergétique. Pourquoi? Parce que comme ce sont des entreprises à forte croissance qui ont besoin de financer cette croissance avec des taux élevés, dès que vous relâchez la pression des taux, finalement, ça fait un regain sur les valorisations. Le mouvement inverse qu'on avait connu depuis fin 2021. Ces tendances, j'imagine qu'on les retrouve au sein des différents mandats, aller chercher des obligations d'entreprise, des valeurs de la tech, des valeurs peut-être européennes aussi. Alors, c'est effectivement ce qu'on a conseillé de mettre en place dans les mandats. Effectivement, on a voulu acter du mouvement des banques centrales et donc à partir du mois de novembre, on a plutôt conseillé d'augmenter les investissements en actions. Auparavant, on était quand même un peu plus prudent sur les actifs risqués, mais cette fin du cycle de hausse des taux change vraiment la donne et ça devrait être beaucoup plus bénéfique. Donc le conseil, ça a été d'augmenter le poids des actions, de réaménager les investissements. Pour une première part, on a en fait voulu reconcentrer le portefeuille sur des grandes valeurs de qualité. Donc on va chercher des gérants qui effectivement sélectionnent ces grandes valeurs de qualité tant sur l'Europe que sur les États-Unis et en renforçant un peu effectivement les actions européennes plus particulièrement. Et puis sur les thématiques, en fait, l'idée c'est de chercher les thématiques qui vont profiter effectivement de cette stabilisation des taux de deux manières. La première manière sont les valeurs effectivement plus liées, de forte croissance ou liées à l'intelligence artificielle, à la gestion des données, ces thématiques-là, où les valeurs effectivement sont un peu plus chères, mais avec la stabilisation des taux, voire la baisse, on met plus en avant la croissance des bénéfices que les valorisations. Et donc du coup,
avec cette forte croissance, elles peuvent encore bénéficier et elles bénéficient de la baisse des taux. Et le deuxième pan, en fait, c'est les thématiques qui avaient plus souffert de la hausse des taux, et notamment, comme le disait Delphine, tout ce qui est la transition énergétique qui avait passé un été vraiment catastrophique. Donc, ça coûte cher un petit peu, la transition énergétique. Donc, et donc, du coup, voilà, l'idée, c'est de conserver quand même ces thématiques-là qui profitent de taux qui se stabilisent, voire de taux qui baissent. Et le deuxième point, c'est les valeurs moyennes, enfin plutôt les petites valeurs. On a plutôt conseillé de sortir des moyennes valeurs qui avaient mieux tenu dans cet environnement pour réinvestir sur des plus petites valeurs, et notamment européennes. Voilà. Bon, forcément, on fait toujours aussi un petit peu de prospective dans Bourse Focus. Comment vous abordez ce début 2024 ? Qu'est-ce qu'on a au programme? Une économie américaine qui reste forte. On parle de beaucoup d'incertitudes, mais quand même, alors la situation est plus compliquée d'un point de vue économique en Europe. Et pendant ce temps-là, les indices, eux, ils sont au top, à un niveau record. Comment ça va influer sur votre gestion, mesdames ? Alors en termes de perspective pour l'année prochaine, ce qu'on se dit, c'est que ce sera l'année du pivot des banques centrales. Elles l'ont annoncé... Pas trop tôt, elles ont dit. Pas trop tôt. Oui. Donc on ne sait pas quand, on ne sait pas de combien, mais en tout cas, on sait que ce sera l'année de la baisse des taux, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Les pays émergents ont déjà commencé en fait à baisser leur taux directeur. Et finalement, en fait, de combien et quand, ça dépendra de la croissance économique. La désinflation, elle est en marche. Elle vient de l'énergie, on l'a vu, elle vient des circuits de production qui fonctionnent désormais mieux, et sauf à ce qu'il y ait un regain de risque géopolitique. Ce qui se passe en mer Rouge notamment en ce moment. Et si ça dure, si ça dure, ça pourrait poser des problèmes à nouveau inflationnistes, mais si ça ne dure pas, et c'est plutôt notre scénario, finalement, en fait, on a cette désinflation lente qui va permettre aux banques centrales de lever le pied et voire de faire des baisses de taux. Et de combien et quand, en fait, finalement, si la croissance tient, il n'y aura pas besoin de faire beaucoup de baisses des taux, mais finalement, les actifs risqués se porteront bien parce que la croissance tient. Et puis finalement, si la croissance ne tient pas ou si on a un nouvel événement type ce qu'on avait vu en mars sur SVB, finalement, les banques centrales, cette fois-ci, seront à la manœuvre. Donc dans ces deux scénarios... Je rappelle SVB rapidement, crise d'une banque régionale américaine qui se retrouve en difficulté et la Fed a réagi très rapidement justement pour endiguer le problème. Exactement. Oui. Et donc, en fait, c'est très rassurant désormais de se dire que ce cycle-là, en fait, il aura désormais avec lui la Banque centrale à la manœuvre s'il y a un problème. Et en termes de croissance, finalement, l'impact de la hausse des taux n'a pas tellement imprimé la croissance. On a vu un ralentissement de la croissance en zone euro qui frôle avec la récession. En Allemagne, on est en récession. Les données macroéconomiques ne se détériorent plus. Donc on pense qu'on a vu le pire. Et on a vu le pire, pourquoi? Finalement, ce n'était pas tellement l'empreinte de la hausse des taux, c'était beaucoup du fait du ralentissement chinois et beaucoup également de l'appréciation des matières premières qui a porter en fait la production industrielle à des niveaux un peu plus bas. Ça désormais c'est un peu derrière nous. Les chiffres qui sortent désormais ils sont un petit peu meilleurs. Donc finalement, nous, on écarte un risque de récession forte, la hausse des taux qui viendrait augmenter le risque de défaut et une boucle risque de défaut, hausse du chômage, baisse de la consommation qui referait... ça, c'est un scénario qu'on écarte parce qu'on voit que les économies sont quand même sans déséquilibre majeur et si sporadiquement quelques entreprises peuvent être prises à défaut, finalement, en fait, le risque sur l'économie au global nous paraît assez faible, les entreprises nous paraissent bien robustes. Et si le cycle de financement reprend normalement avec la baisse des taux, finalement ce sera que du mieux pour les entreprises. Bon, un message plutôt optimiste, qu'est-ce que ça veut dire ça, Marie, côté gestion? Ça veut dire que finalement sur les stratégies d'investissement qui étaient poursuivies sur les différents mandats en fin du 4e trimestre, fin d'année 2023, on reste un petit peu sur la même ligne?
On va rester effectivement sur la même ligne que ce qui a été mis en place à la fin du 4e trimestre, au 4e trimestre. Donc, c'est-à-dire que sur les actions, toujours des grandes valeurs de qualité et des thématiques qui ont un peu plus souffert l'année dernière. Et sur les taux, on avait aussi mis en place un peu plus l'idée, c'était de cristalliser les rendements qu'on avait au trimestre dernier. Donc, renforcer les obligations d'entreprise comme des stratégies de portage. L'année dernière, en fait, à la fin du dernier trimestre, le rendement sur des obligations d'entreprise de bonne qualité, il était encore proche de 4%, donc assez intéressant. Et quand on descendait un peu en qualité sur les entreprises les moins bien notées, on pouvait avoir des rendements entre 7 et 8%. Donc l'idée, c'était effectivement de cristalliser ces rendements, de renforcer cette poche-là. Et sur les fonds flexibles, alléger plutôt les positions qui avaient bien résisté dans la hausse des taux pour renforcer des fonds un peu plus flexibles qui sont capables justement de bénéficier d'une baisse des taux et avec une duration un peu plus élevée. Donc ça, c'est effectivement un mouvement qu'on veut continuer de mettre en place, aller chercher du portage, du rendement sur des actifs plutôt courts et de qualité. Bon ben voilà, merci beaucoup mesdames pour ces explications. De toute façon, comme en 2023, on se retrouvera tous les trimestres pour commenter l'évolution de l'économie, des marchés et donc des performances de la gestion pilotée avec Edmond de Rothschild Asset Management et votre contrat d'assurance vie Boursorama Vie. Merci beaucoup mesdames. Merci Laurent. Merci. Bourse au Focus, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.